Donc, professeur Debouet, vous avez animé une conférence sur les antiagrégants en prévention chez le patient diabétique dans le cadre de la coopération SFC-Alphédiam. Alors, ma première question, c'est où en est-on de l'aspirine chez le patient diabétique, les nouvelles données et surtout, quel message à retenir le cardiologue? Ouais, les nouvelles données, ces dernières années, on a eu plusieurs grands essais de prévention primaire chez les patients diabétiques de l'aspirine. Et tous les essais réalisés au Japon, en Écosse et aux États-Unis ont tous été identiques pour montrer qu'il n'y avait pas d'efficacité de l'aspirine en prévention primaire pour prévenir les accidents cardiovasculaires chez les patients diabétiques. Donc pas d'aspirine en prévention primaire et en prévention secondaire. Alors, pas d'efficacité de l'aspirine en prévention primaire. Quand on regarde en prévention secondaire l'efficacité de l'aspirine, on voit que l'aspirine est moins efficace dans la population des patients diabétiques qu'elle n'est dans la population des patients non diabétiques. Moins efficace du point de vue biologique. Alors, est-ce qu'on a moins des données efficace du point de vue cliniques clinique. Moins efficace du point de vue clinique. Alors, par quel mécanisme et qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un patient diabétique à prendre en charge? On commence à avoir des explications qui est le fait que les patients diabétiques ont un turnover de leurs plaquettes qui est très augmenté. Et ce turnover des plaquettes fait que l'effet de l'aspirine ne dure pas pendant 24 heures. Ce qui fait qu'avec une prise quotidienne d'aspirine, on n'a pas une couverture complète du nictémère chez les patients à turnover accéléré et en particulier chez les patients diabétiques. Donc alors, la conduite à tenir? La conduite à tenir logique serait de dire qu'il faut fractionner la prise d'aspirine en plusieurs fois sur la journée. On a fait une étude pour montrer que 75 mg 2 fois faisait beaucoup mieux d'un point de vue efficacité biologique que 150 mg une fois. La question qui va se poser, ça va être celle de savoir est-ce que cette amélioration biologique s'accompagne aussi d'une efficacité clinique comme on pourrait s'y attendre. Donc ça, il y a des études en cours? Vous imaginez que pour réaliser une étude avec l'aspirine à l'heure actuelle, il est impossible de trouver un soutien financier de l'industrie. La seule possibilité que l'on a est une étude institutionnelle qu'on essaye de monter dans le cadre d'un PHRC. Donc il y a plein de nouveaux antiagrégants, mais on va quand même prendre la référence qui est le clopidogrel. Alors est-ce qu'il y a des particularités du clopidogrel chez le patient diabétique en prévention primaire et en prévention secondaire? Alors, en prévention primaire, comme en la prévention primaire, les seules données que l'on a, c'est les grandes études, en particulier l'étude Charisma, dans laquelle il y a une étude du clopidogrel en prévention primaire. La prévention secondaire, ça rentre chez tous les patients, et en particulier les patients dans les suites des syndromes coronaires aigus, où d'une façon systématique, on voit que le bénéfice obtenu dans la population générale n'est pas obtenu dans la population des patients diabétiques. Il y a une moindre efficacité clinique du prasugrel dans la population des patients diabétiques qui est complètement corroborée avec les tests fonctionnels qui peuvent être réalisés mesurant l'efficacité du clopidogrel chez ces patients. Donc et là, chez le patient diabétique, on a intérêt à augmenter la dose. Comment on s'en tire? Par exemple, pour l'aspirine, on vient de nous dire qu'il fallait doubler les prises, 2 prises par jour. Est-ce que pour le clopidogrel, on a intérêt à doubler les doses, doubler les prises ou alors faire des tests fonctionnels? Alors, on a récemment eu l'étude Current, qui est l'étude qui a comparé 75 mg à 150 mg de clopidogrel. Quand on compare l'efficacité de 75 et 150 dans la population des patients diabétiques, on voit qu'on ne tire pas de bénéfice d'augmenter la dose dans la population des patients diabétiques. Alors, il y a des challengers maintenant, le prasugrel en particulier. Où on en est dans la population des diabétiques? Alors, de façon intéressante, quand on regarde la population des patients diabétiques de l'étude Triton, qui est la grande étude qui a évalué le prasugrel, c'est la première fois qu'avec un antiagrégant plaquettaire, on voit que la population des patients diabétiques fait mieux que la population générale. Donc il y a un bénéfice qui est obtenu et pour lequel on a une tentative d'explication. On sait que dans la voie métabolique du clopidogrel, la première étape est une reprise de la molécule par les estérases qui vont dégrader la molécule. Et les estérases sont augmentées chez les patients diabétiques. Donc on a une dégradation très forte du clopidogrel expliquant sa moindre efficacité chez les diabétiques.
La chance du prasugrel est que les estérases ne rentrent pas comme dégradants, mais comme métaboliseurs, ce qui fait que les diabétiques, du fait de leur hyperactivité estérasique, fabriquent plus de métabolites actifs chez les patients diabétiques, expliquant leur augmentation d'efficacité. Dans le groupe Triton. Bon, tout le monde sait, Ludovic Drouet, que vous êtes un fervent partisan du vin. Donc tout le monde connaît les vertus antiagrégantes du vin. Alors où on en est? J'ai vu passer des papiers en particulier d'Afrique du Sud. Est-ce que ce ne serait pas une alternative intéressante avec l'aspirine, le clopidogrel ou le prasugrel ou d'autres molécules en association pour améliorer l'action antiagrégante chez le patient diabétique? Alors, on a une efficacité antiplaquettaire d'une consommation modérée et régulière de vin. On a maintenant un certain nombre de données. On sait en plus, à partir des composantes, en particulier phénoliques, celles qui peuvent potentiellement intervenir dans ce bénéfice, en voyant que ça est une association qui demande à avoir les phénols plus l'alcool. Donc ce qui est regroupé à l'intérieur du vin, la consommation modérée, la consommation au cours des repas. Le problème qu'il y a, c'est que les données que l'on a sont dans des populations de volontaires sains et on n'a pas de données chez le diabétique, mais sûrement potentiellement un bénéfice chez le diabétique, en sachant que les restrictions de consommation d'alcool chez le diabétique ne sont pas totales et que la consommation modérée de vin est tout à fait envisageable chez un patient diabétique. On sait surtout, et ça a été souligné, que c'est pendant le repas l'efficacité. La dose modérée, régulière et pendant le repas. Merci Ludovic Drouet.